Bonjour, merci de votre présence. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Jérôme Dugas, je suis en charge de la communication d'une société qui s'appelle donc Eneo. On a de la chance aujourd'hui parce qu'en fait Eneo est juste à côté, donc vous pourrez voir même en direct ce dont nous allons parler. Eneo est une société qui n'est pas très ancienne, qui date de quelques années et qui s'est donné pour mission de décarboner ce qu'on appelle les mobilités lourdes. En clair, les poids lourds essentiellement. Alors, on va vous évoquer la société, on va vous évoquer les programmes et ce qu'elle propose en particulier grâce à deux personnes qui sont à côté de moi, qui sont Jérémy Quentin, le fondateur et PDG d'Eneo, et Pierre-Emmanuel Turpot, qui est en charge des opérations, le directeur des opérations, donc de tout ce qui sera, je pense, plutôt industriel, hein, dans les années à venir, surtout, dans les mois et dans les années à venir. On va commencer, si vous voulez bien, par Jérémy. Jérémy, tu as monté cette entreprise, tu as imaginé et créé cette entreprise à partir d'un constat, c'est-à-dire des chiffres qui t'ont marqué finalement, on peut dire cela. Oui, bonjour à tous. Donc déjà, le premier constat, c'est de se dire que pour réussir la transition énergétique des mobilités, simplement l'achat de véhicules neufs, ce serait illusoire de croire qu'on va réussir une transition énergétique en achetant des véhicules neufs, même à zéro émission, puisque pour produire un véhicule neuf, ça prend beaucoup de ressources à la planète, et on sait tous, vu l'actualité, que les ressources ne sont plus inépuisables aujourd'hui. Donc ça prend vraiment du sens aujourd'hui de prendre déjà ce qui existe et qui est en circulation, des ressources qu'on a déjà puisées, donc c'est les véhicules qui sont déjà en circulation, et de pouvoir les mettre à jour, les upgrader, en tout cas les faire qui puissent continuer durablement à rouler avec une solution décarbonée. C'est ce qu'on travaille aujourd'hui. Donc, bon, quelques chiffres, un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la mobilité en France, donc c'est quand même pas neutre. Et 56% des émissions de dioxyde de carbone sont liées au trafic routier. Voilà, donc c'est quand même assez saisissant, mais c'est clair que là, on a un vrai enjeu de réussir cette décarbonation vraiment en réutilisant les usages. Ça se fait déjà naturellement avec nos téléphones portables qu'on achète plutôt en reconditionné qu'en neuf aujourd'hui. Ça se fait également avec l'électroménager, qu'on a plutôt un curseur de réparabilité maintenant sur ces pièces-là et composants-là. Il faut qu'on fasse la même chose avec les véhicules lourds qu'on voit sur votre droite, du coup, parce qu'en fait, il y a un vrai sujet de les prolonger. Sachez aujourd'hui que la moyenne d'âge d'utilisation de ces véhicules, au bout de 4 ans, 5 ans, en fin de leasing, la plupart des acteurs remplacent ces véhicules par des véhicules neufs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la fin de vie d'un véhicule lourd, c'est environ en moyenne 5-6 ans. Donc ce qui est quand même peu par rapport à ce qu'on peut en faire et continuer leur durée de vie. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé particulièrement à la mobilité lourde, justement ? Tout simplement en fait que cette mobilité lourde, en fait, c'est des véhicules de travail. Ils ont un usage plusieurs heures par jour. Ce véhicule il fonctionne à l'opposé du véhicule léger qui lui fonctionne plutôt pour des trajets domicile-travail. Donc on peut très bien accentuer le travail sur le véhicule léger, mais il est important de travailler principalement la mobilité lourde, qui est un outil de travail qui consomme énormément d'énergie au quotidien, mais on aura toujours besoin de transport et de transporter du fret et de véhicules lourds dans tous les cas pour faire évoluer notre société. Donc c'est important pour nous. Et en même temps, on a vu qu'on avait les capacités à standardiser beaucoup d'équipements et de développer des solutions pour très rapidement décarboner ces véhicules. Alors Pierre-Emmanuel, on a vu donc la mission que s'est donnée Eneo. Elle passe en fait par plutôt une sorte de concept qu'on a appelé nous l'e-conversion, c'est-à-dire que c'est du rétrofit que tout le monde peut connaître, mais c'est aussi du reconditionnement. Comment ça s'inscrit justement dans... Alors effectivement, la question que tu poses, c'est finalement c'est quoi le modèle Eneo et c'est quoi la solution pour répondre à l'enjeu qu'a défini Jérémy. Et ben nous, notre solution, et ce qu'on propose, c'est deux activités. Une activité de rétrofit, qui est l'action de transformer un véhicule thermique pour lui donner une seconde vie en électrique, et une deuxième activité qui est l'activité de reconditionnement qui va permettre de remettre en état un objet pour lui donner un aspect neuf. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir à l'utilisateur, pas un véhicule d'occasion, mais un véhicule qu'on a remis à un standard qui est complètement acceptable et dont le service est au niveau attendu par le chauffeur. Alors très concrètement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que par exemple, comme le camion qu'on nous a confié ici, à partir du moment où on nous confie un camion, quelles sont les opérations qui mènent à ce reconditionnement, à cette conversion ? Alors effectivement, je dirais à partir du moment où le client il va nous exprimer un besoin, on va avoir 5 étapes
qui vont permettre d'offrir et de mettre en œuvre notre solution. La première étape, c'est l'étape de sélection. Donc on va être capable de faire un choix sur un véhicule qui est nécessairement de plus de 5 ans pour rentrer dans le cadre de décret d'application qui a été publié en mars 2020 et dont Jérémy avait participé à son élaboration et à sa rédaction. La deuxième étape, c'est une étape de révision. Donc on va diagnostiquer complètement le véhicule pour venir réviser finalement et remettre en état les pièces d'usure. Une troisième étape, c'est la préparation. Et là, on va déposer la motorisation thermique, retirer finalement le réservoir gasoil et tous les composants associés. Et puis une quatrième étape qui est vraiment l'étape de transformation, c'est la valeur ajoutée de notre activité. C'est intégrer des composants pour être capable de proposer une solution qui a 0 gaz à effet de serre à l'usage. Donc là, on va venir mettre un moteur électrique, on va venir mettre des batteries pour permettre une première étape et une première autonomie. Et en fonction du besoin de nos utilisateurs, on pourra mettre une solution pour prolonger l'autonomie à travers une pile à combustible et des réservoirs hydrogène. Et puis évidemment, pour pouvoir mettre le véhicule sur la route et en toute sécurité, ce qui nous incombe, une étape d'homologation avec un agrément prototype qui va être validé, qui va être délivré par le Centre national de réception des véhicules, accompagné par l'UTAC, qui va nous permettre de mettre le véhicule sur la route. Et évidemment, aussi une validation par l'UTAC de notre processus de fabrication. Et nous, on a la volonté chez Eneo de pouvoir garantir, je dirais, un niveau et un standard de qualité homogène au fil de notre activité industrielle. Donc vraiment la mise en place d'un processus de fabrication qui permette de cloner finalement le premier véhicule qui aura reçu l'agrément et l'homologation. On évoquera tout à l'heure l'homologation dans les différents programmes qu'on est en train de développer. Revenir juste à la conversion, enfin au rétrofit. On est bien d'accord que pour l'instant, l'idée première, c'est de faire des véhicules électriques, l'hydrogène n'arrivant qu'en complément éventuel. Oui, en effet, il faut rappeler, et on fait beaucoup d'acculturation là-dessus, c'est qu'un véhicule à hydrogène, c'est avant tout un véhicule électrique à batterie auquel on rajoute un système d'hydrogène pour prolonger son autonomie. Bien évidemment, d'autres acteurs travaillent sur l'introduction d'hydrogène dans le moteur thermique, mais ce n'est pas le cas chez Ineo, où on travaille uniquement à installer un moteur thermique électrique en lieu et place de l'origine. Et la particularité chez nous, c'est qu'on garde la chaîne cinématique, c'est-à-dire la boîte de vitesse, l'embrayage et tous ces équipements sont conservés, ce qui fait qu'en termes de coût de maintenance, on a une certaine maîtrise aussi, parce que c'est d'autant plus important pour ces véhicules industriels d'avoir une maintenabilité maîtrisée. Ok, Ineo s'est concentré sur plusieurs marchés. Alors au-delà des marchés que vous voyez là et que Jérémy va nous détailler, j'imagine qu'il y a aussi une approche économique sur chaque marché, parce que ça n'est pas immédiatement facile à comprendre. Comment est-ce que économiquement le système peut fonctionner? Oui, tout à fait. Donc on voit les 4 gros marchés auxquels on s'adresse. Donc le marché numéro 1, c'est forcément le transport routier et de marchandises, qui est le sujet majeur qu'on traite aujourd'hui. Et c'est pour ça que les camions sont très représentatifs de ce besoin sur notre stand. Donc là où on construit des modèles économiques avec ces acteurs-là, puisque dans une vocation, en tout cas un esprit, une valeur chez Ineo d'économie circulaire poussée à l'extrême, en fait les systèmes qu'on intègre aujourd'hui dans ces véhicules vont pouvoir avoir plusieurs vies dans plusieurs châssis de véhicules. C'est-à-dire, comme on l'a exprimé, on va reconditionner un véhicule qui a 5 ans pour qu'il soit acceptable et utilisable au quotidien. Mais quand ce véhicule arrivera à 10 ans, le châssis du véhicule, notre système aura seulement 5 ans et là on pourra le réutiliser à nouveau dans un véhicule qui arrivera à 5 ans. Donc ça veut dire que la durée de vie de notre équipement est beaucoup plus longue, donc des durées d'amortissement allongées, qui permet aujourd'hui d'avoir des coûts de revient kilométriques, si on ramène tout ça au kilomètre, très très intéressant pour les usages. Ensuite, on s'adresse au marché des travaux publics et agriculture. Donc on a déjà développé un tracteur agricole qui aujourd'hui même roule à la Turballe avec notre partenaire Charrier TP. Donc la Turballe, c'est dans l'ouest de la France. Où on a développé cette solution, puisqu'il y a une approche chantier qui est assez complexe, notamment pour pouvoir ravitailler de l'hydrogène sur les machines, sur les chantiers. Donc ce tracteur agricole a cette vocation-là, donc on l'a transformé en électrique à batterie, et on aperçoit sur la photo, là où vous pourrez venir voir les images chez nous tout à l'heure, on a un prolongateur d'autonomie hydrogène qui assure l'autonomie du véhicule pour une journée de travail. Ensuite, on a l'équipement des collectivités. C'est un sujet qu'on parle majoritairement ici. C'est la collecte des ordures ménagères, par exemple, ou tout ce qui va être
liées à l'entretien urbain. On parle aussi des balayeuses, etc. Donc là, c'est vraiment un sujet auquel on adresse et qui a une réelle demande à court terme, puisque les collectivités, avec l'approche des ZFE, ont besoin de véhicules décarbonés. Les solutions en neuf n'émergent pas assez rapidement, alors que là, on peut avoir des solutions à déploiement rapide. Et enfin, on s'adresse également à quelques véhicules spéciaux, ce qu'on appelle des marchés de niche pour les constructeurs, mais qui sont quand même des gros volumes pour une entité comme Ineo, qui ont aussi besoin de décarboner leurs solutions. Alors à l'intérieur de ces marchés, on a développé des programmes qui sont en cours, qui sont en cours de développement. Je vais juste montrer à Pierre-Emmanuel où est-ce qu'il en est. Et ces différents programmes sont à des stades différents. Est-ce qu'on peut les détailler? Justement, on va pouvoir évoquer un petit peu le stade de l'homologation, je pense. Et effectivement, donc on se concentre chez Eneo sur 5 programmes qu'on a bien identifiés, avec un premier programme qui est un porteur 12 tonnes et qui, lui, répondra à un usage bien particulier avec une solution uniquement full électrique. Donc là, on n'est pas sur une solution à hydrogène, et là, on est vraiment sur un travail de conception, et on est en train de travailler avec nos bureaux d'études et nos ingénieurs pour concevoir la solution. Après, on a deux programmes qu'on identifie qui sont présents finalement sur le salon aujourd'hui, avec un porteur 19 tonnes qui permet effectivement, avec une solution full électrique ou une solution hydrogène. C'est le véhicule qu'on voit, le deuxième véhicule sur notre stand. Effectivement, c'est le deuxième véhicule sur notre stand qui est notre véhicule pionnier, qui est le véhicule sur lequel on travaille depuis de nombreuses années et qui est aujourd'hui rentré dans le cadre d'un processus d'homologation et qui a passé les premiers tests l'année dernière et qu'on espère homologuer à la rentrée de l'année 2023, donc en septembre 2023. Notre troisième programme, c'est un tracteur routier. Donc là, on est sur le tracteur que vous pouvez voir, que vous pouvez voir ici, qui est en phase finalement de tests et des tests qu'on est en train de démarrer, et on est en train de valider les premiers essais, les premières consommations et les premières réalisations. Un quatrième programme qui est le tracteur agricole, lui qui est beaucoup plus avancé et effectivement qui est en test aujourd'hui chez notre client tous les jours et effectivement qu'on met sous contrainte chez le client. Et un cinquième programme qu'on n'a pas encore démarré, qui est l'autobus. Qui sera plutôt l'autocar. L'autocar, ouais. Effectivement, l'autocar, sur lequel on commence à réfléchir, mais qui viendra, je dirais, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura complètement solutionné toutes les contraintes et tous les défis qu'on est en train de relever sur la partie poids lourd, tracteur et porteur. Jérémy, au-delà de ces programmes, on s'est donné aussi un certain nombre de missions qui vont au-delà de la fabrication, de développement. Il y a aussi tout un ensemble d'actions qui concourent en fait à la mission générale. Oui, en effet. Donc, le premier, c'est sensibiliser. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis la création d'Ineo, où on porte l'idée de réutiliser les véhicules existants. Donc, de par la rédaction du texte, la mobilisation auprès des instances politiques pour... Il y a à faire évoluer la réglementation et la législation aussi. C'est ça, faire évoluer la réglementation pour que tout ça soit possible. Donc ça a été le premier pas avec l'arrêté du 13 mars 2020 qui autorise les transformations, y compris à l'hydrogène. Et on est très, très impliqué à faire de l'information auprès d'écosystèmes qui sont en train de se construire pour apporter des solutions concrètes. Et tout le monde, il est vrai, découvre l'hydrogène. Ça fait quelques années que le salon existe maintenant et on commence de plus en plus à avoir du concret arriver sur le salon, et on peut que se féliciter tous ici d'arriver à ces résultats. Ben, bien sûr, il y a le post-innovation. C'est ce qu'on développe au quotidien avec notre bureau d'études pour pouvoir mettre rapidement ces véhicules sur la voie publique en toute sécurité, bien évidemment, qui est notre leitmotiv. Produire, c'est ce qu'on est en train de réaliser puisqu'on passe aujourd'hui chez Ineo à une étape industrielle. On est en train de réindustrialiser. On va en parler juste après. On va en parler juste après, mais c'est un enjeu majeur d'atteindre un niveau industriel très rapidement pour faire baisser les coûts de revient des transformations. Forcément, il n'y a pas de secret. Il faut qu'on aille de plus en plus vite et on est en train de se mettre tout en œuvre pour avoir ces capacités de production à très très court terme. Et enfin, recycler, valoriser, qui font partie des valeurs d'Ineo, où quoi qu'il arrive, on a une mission, c'est objectif zéro déchet. C'est-à-dire que tous les équipements qu'on retirera des véhicules trouveront un chemin de revalorisation. Nous, on n'appelle pas ça des déchets, mais on appelle ça la matière première qui peut être celle du voisin. C'est-à-dire que le moteur thermique qu'on a retiré, finalement, il est composé d'acier,
d'aluminium, de fonte. Et nous, on va démanteler intégralement ces composants pour les renvoyer dans les bonnes filières. Et ça, c'est très, très important pour nous. Et on se projette à très, très long terme, puisque en fin de vie des châssis, comme je vous expliquais tout à l'heure, on pourra récupérer nos équipements pour les transférer dans d'autres châssis. Mais finalement, le véhicule à la fin qui sera dépourvu de moteur, on va se spécialiser pour pouvoir recycler intégralement les restes des véhicules à la fin de leur vie. OK. Pour la partie production, j'allais dire c'est ta partie. On est en train de monter un modèle qui sera duplicable. Eh ben effectivement, je dirais après 3 ans de travail, 3 ans de conception, 3 ans de tests, on a la volonté chez Eneo de passer une étape en cette année 2023 pour basculer d'un monde artisanal, d'un monde de conception à un monde industriel, pour se doter de capacités de production et pour permettre de mettre en œuvre et d'augmenter nos capacités de production et nos solutions de décarbonation de la mobilité. C'est pour ça qu'on est en train de travailler pour mettre en œuvre des capacités industrielles. On va s'installer sur un site industriel à l'entrée de la ville de La Roche-sur-Yon. L'idée, c'est d'aller s'installer sur une plateforme de 6600 m² qui nous permettra, dans les années à venir, de commencer à produire. On aura une capacité de 50 véhicules en année 2024 et jusqu'à 250 véhicules à l'horizon 2026. Cette capacité industrielle, elle se base effectivement sur 6600 m², mais également sur des hommes. Et donc, on a un plan de recrutement qui est très massif, qui est intensif. Ça sent l'appel. Hein. ça sent l'appel. Effectivement, moi j'aime bien dire qu'on est une start-up chez Eneo. On est une start-up parce que, comme on l'a dit, on est sur une filière en construction. On est une start-up parce que, effectivement, on s'appuie, on travaille à la levée de fonds. C'est aussi important dans le cadre d'une start-up, mais aussi on a besoin d'hommes. C'est une histoire de compétences. Et on est en train de construire une équipe. C'est une chouette aventure. On est allé à la genèse de quelque chose de génial, et donc on a besoin effectivement de s'entourer et de se doter de compétences. Donc on a un plan de recrutement qui est relativement important, et donc pour faire fonctionner notre site de production, donc avec une capacité de 250 véhicules par an, un véhicule par jour sur une plateforme de 6600 m², on aura besoin globalement une 50aine de personnes pour venir accompagner tout le processus que j'ai expliqué tout à l'heure avec la transformation du véhicule. Et l'idée, c'est de faire des unités à taille humaine qui seront réplicables, c'est ça? Alors, effectivement, c'est un site pilote. Ça sera le premier de l'histoire de Eneo, mais notre volonté, effectivement, c'est d'aller s'implanter, je dirais, sur d'autres territoires pour se rapprocher de notre client et pour développer des nouvelles capacités de production en France, effectivement, dans les prochaines années. Pour conclure, Eric, une dernière question. Quelle est la place en fait du rétrofit, de l'e-conversion dans un monde qui promet la décarbonation, mais surtout qui va sortir des véhicules neufs dans quelques années? Est-ce que c'est finalement un endroit dans lequel on peut projeter un avenir pour une entreprise comme celle-ci? Tout à fait. L'enjeu majeur, et on l'entend largement auprès de nos élus, c'est la réindustrialisation du territoire français. Et clairement, aujourd'hui, la solution qu'on propose répond à ces enjeux, puisque tout ce qu'on va produire va être produit sur notre territoire. Et c'est très important de le souligner, sachant que nous, on s'est évertué à avoir un maximum de fournisseurs le plus local possible, local à l'échelle de l'Europe. Aujourd'hui, pour certains composants quand même, mais c'est un enjeu majeur d'aller très très vite, et n'oublions pas que c'est une solution pour aller très très vite à décarboner sans attendre l'arrivée de véhicules neufs qui, eux, arriveront beaucoup plus tard pour le secteur lourd. Et qui, de toute façon, ne seront pas capables de remplacer tout le parc. Non, c'est sûr, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à... Vous avez une question? Peut-être on a le temps d'une question? Une question alors. Moi, j'ai une question concernant les engins que vous allez réfuter en hydrogène. Là, vous parlez des gros porteurs, enfin des tracteurs. C'est des véhicules qui sont assez standards. Une des problématiques, c'est beaucoup les engins de chantier qui sont extrêmement consommateurs, qui sont d'une variété quand même assez importante. Est-ce que vous allez pouvoir absorber ce genre de véhicules dans votre chaîne de production? Alors, je pense qu'il faut une réponse en 1 minute, hein, pas plus. Une réponse en 1 minute. Donc c'est vrai que on a bien qualifié 5 programmes
où on inclut le tracteur agricole, qui est quand même une déclinaison du poids lourd. Pour toute une typologie d'engins de chantier que vous décrivez, il y a beaucoup de travail à mettre en œuvre, mais on a un sujet, c'est la poussière sur le chantier, mais c'est surtout le ravitaillement de l'hydrogène sur chantier et la disponibilité de la place sur l'engin pour pouvoir le faire fonctionner à la journée. Donc il y a encore des très gros enjeux pour ce type d'application qu'on n'est aujourd'hui pas focalisé dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de sujets poids lourds à gérer, mais on essaiera d'y répondre au cas par cas aux besoins si on est capable de le faire, mais on sera capable aussi de le dire et pourquoi c'est pas possible maintenant et peut-être plus tard. Merci beaucoup. De toute façon, on est à votre disposition. On est juste à côté. Donc n'hésitez pas à passer nous voir jusqu'à la fin de ce salon. Bonne journée. Merci.